Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Salambo Deguara, que j'ai découverte à l'occasion de la projection de son film Immersion Mont Blanc, que j'ai adoré. Ce film partage deux histoires, en fait. L'histoire d'abord de trois femmes qui décident de faire le tour du Mont Blanc en courant en 4 jours, et l'histoire d'Emmanuelle qui enchaîne avec l'ascension du Mont Blanc. J'ai donc eu envie d'en savoir plus sur son parcours, sur ce projet, et donc j'ai invité Emmanuelle sur le podcast. Bienvenue Emmanuelle. Est-ce que tu veux bien déjà te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas? Ben oui, certainement. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle. Je suis avocate à temps perdu. En fait, je suis avocate en droit des affaires et des valeurs mobilières. Je suis aussi québécoise. On peut peut-être l'entendre à même mon accent. Je suis passionnée en fait de course entre elles et d'alpinisme. Il y a 2 ans, j'ai décidé avec deux amis d'aller faire le tour du Mont Blanc à la course, puis enchaîner avec l'ascension du Mont Blanc, une montagne que peut-être que vous connaissez toutes et qui semble bien accessible, mais pour moi, c'était quand même assez demandant de me déplacer jusqu'en Europe pour aller faire cette belle montagne. Un rêve devenu réalité. Ouais, génial. C'est même pour nous, c'est pas si accessible. Enfin, évidemment plus, mais ça reste quand même vraiment un sommet mythique. Et quel est ton parcours sportif? Comment est-ce que tu as découvert en fait la montagne et le trail? Est-ce que tu en as fait déjà petite ou est-ce que c'est venu plus tard? En fait, au Québec, on n'est malheureusement pas si proche de la montagne. Il y a quelques petites buttes, si on peut dire, près de nous, mais c'est pas il n'y a pas ces grandes montagnes à proximité. Les plus hautes montagnes en altitude, c'est comme à 800 mètres d'altitude jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Donc, il n'y a pas beaucoup de grosses montagnes. Donc, je dirais que j'ai grandi dans un mode de vie actif, mais je ne faisais pas de course à pied, je ne faisais pas non plus d'alpinisme du tout ou d'escalade. Je faisais de l'équitation à temps perdu et du ballet. J'étais pas du tout une sportive en fait. Tu sais, j'étais juste active. Et puis il y a après à peine 4 ans, j'avais j'avais comme le désir de faire quelque chose qui m'attirait, mais qui était totalement inconnu pour moi. Et c'était de courir dans les montagnes. Donc, ça a commencé comme ça, avec une inscription très naïve à une première course entre elles au Québec, puis une deuxième, puis une troisième dans cette même année, et finalement une quatrième qui était un ultramarathon de 50 kilomètres. Et l'année d'ensuite, j'ai tout de suite voulu amener cette, euh, cette passion pour la course entre elles en haute altitude. Et c'est là que j'ai commencé à regarder les autres, des montagnes en plus haute altitude et des projets comme le Mont Blanc, par exemple. Excellent. Et donc tu disais, tu es avocate d'affaires, donc en général, c'est quand même des professions qui ont un agenda qui est vraiment bien chargé. Comment est-ce que tu fais pour allier du coup ces passions qui demandent quand même du temps avec ta vie professionnelle? C'est un bon défi, définitivement un bon défi. C'est sûr que ça implique un emploi du temps très structuré et organisé. Donc, je me permets pas, en fait, ben c'est sûr que j'essaie d'avoir du temps pour me reposer, récupérer, mais généralement, mon horaire est vraiment chargé et je calcule tout ce que j'ai à faire, euh, puis je tente de le faire rentrer dans mon agenda. La bonne nouvelle, c'est que ce sont toutes des choses qui me passionnent. Donc, tant mon travail que le sport, que la vie en général, mes implications communautaires me passionnent. Et donc, c'est très facile pour moi de juste structurer un agenda et de faire du temps pour ces éléments-là. Mais je vous cacherai pas que j'ai pas beaucoup de temps sur mon divan à écouter la télévision. Forcément. Et qu'est-ce que ça représente le sport pour toi dans cet équilibre de vie? Bon, j'imagine que c'est important. Ah, tout à fait. Mais c'est sûr que même des fois, peut-être qu'on est à la limite du pas équilibré quand on pense au fait que à quel point c'est important pour moi. Je dirais que ça a commencé quand j'ai commencé la course en sentier ou juste un mode de vie actif. Euh, je, je pouvais courir comme 1 à 2 à 3 fois par semaine, puis j'étais fière de moi, puis c'était bien. C'était pas encore ancré dans mes habitudes de vie tout à fait, mais je réalisais quand même des belles petites sorties. J'étais fière de moi, je me sentais réalisée.
Éventuellement, j'ai lu un livre qui m'a permis un peu de changer ou encore de prendre un cran de plus. Et c'était le livre Atomic Habits de James Clear, qui est un livre qui est devenu un best-seller, qui a été vraiment beaucoup lu dans les dernières années. Et ce livre-là m'a permis d'un peu me questionner sur la personne que j'étais aujourd'hui et la personne que je souhaitais devenir plus tard et m'aider à construire cette personne-là de demain. Donc, j'ai commencé à courir de plus en plus et mes habitudes de vie, mon réseau, mes habitudes alimentaires, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont comme commencé à évoluer autour de ça. Et puis, maintenant, ben, ça en fait partie intégrante. C'est comme si la course, ça fait partie de mon identité. Et donc, mon équilibre va être autour de ça aussi. Donc, quand je cours pas, ça me manque. Puis, c'est sûr qu'à chaque course que je fais, il y a toujours des objectifs un petit peu différents. Donc, parfois, ça va être des courses très, très lentes. Des fois, c'est des courses où est-ce que je me donne plus. Des fois, c'est des courses sociales. Des fois, c'est des courses euh, où est-ce que chaque minute passée à courir est difficile parce que finalement, j'avais pas envie de courir, mais je le fais quand même parce que ça forge ma discipline. Ça dépend à chaque fois, puis c'est ce qui est beau, la nouveauté un petit peu. Ouais, c'est vrai, c'est très varié. On va parler d'abord de l'aventure Tour du Mont Blanc et ensuite on viendra sur l'ascension du Mont Blanc. Donc tu as réalisé ce Tour du Mont Blanc en 4 jours avec deux autres femmes, Karel et Alexandra. Comment ça vous est venu déjà cette idée d'aller faire le Tour du Mont Blanc? Parce que c'est vrai que quand on est au Québec, disons que c'est moins instinctif, je pense. C'est sûr. Mais en fait, je pense que le Tour du Mont Blanc, c'est bien connu au Québec parce que d'une part, c'est surtout dans le milieu de la course entre elles, avec l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une course probablement la plus prestigieuse au monde. Donc, c'est quelque chose qu'on connaissait bien. Moi, j'avais déjà fait le Tour du Mont Blanc en randonnée, donc j'avais beaucoup aimé ça, mais j'avais trouvé ça extrêmement difficile en randonnée, beaucoup plus que lorsque je l'ai fait à la course finalement. Euh, puis Karel, notre ami, mon ami Karel, c'était comme son rêve en fait de faire la France, l'Italie et la Suisse à la course. Au départ, on souhaitait le faire en 5 jours, prendre un petit peu plus de temps parce qu'on pensait pas on trouvait que c'était trop ambitieux de le faire en 4 jours. Finalement, ça se faisait très, très bien en 4 jours, puis on a été vraiment heureuse de le faire de cette manière-là aussi. Mais je pense que c'était le fait de découvrir 3 cultures, 3 pays, tout ça à partir d'un endroit emblématique dans le milieu de la course à pied, en se disant, ah, les plus grands de ce monde ont couru ici et là, c'est à notre tour, tu sais. Mm. C'est vrai que c'est tellement mythique, c'est incroyable d'aller courir là-bas. Et comment vous vous êtes préparé au niveau physique déjà et aussi au niveau logistique? Au niveau physique, je dirais qu'on a continué à faire ce qu'on faisait de si bien. Donc, on courait plus souvent, on courait avec un sac à dos, on tentait de faire beaucoup de up and down de montagnes qui étaient proches de nous parce qu'on s'entend que on n'a aucune montagne à proximité qui nous permette de descendre 3000 mètres en 20 kilomètres. On n'a pas ça. Donc, ça nous obligeait à faire beaucoup de up and down de la même but. Donc, ça demandait de la patience. On s'est aussi préparé mentalement à réaliser quelque chose de mentalement difficile. Donc, on savait que on allait être épuisé, fatigué, que ça allait être demandant. On s'est préparé à avoir une cohésion d'équipe aussi. Donc, à savoir un petit peu chacune respectivement comment on réagit quand on trouve quelque chose de difficile. Et puis finalement, on s'est aussi préparé au niveau logistique à réserver nos refuges et ça a été la première étape. Refuge, je pense que c'est la première chose qu'on a fait, avant même d'avoir nos billets d'avion et avant même d'avoir décidé exactement le parcours qu'on allait faire. Fait mais ça a été seulement ça, je dirais, au logistique. Après ça, ça a juste été de choisir notre sac à dos, l'équipement, puis voilà, on était parti pour beaucoup de plaisir. Et comment ça s'est passé alors, si tu peux nous faire une petite synthèse des 4 jours?
Oui, ben en fait, je dirais que ça s'est tellement bien passé cette aventure-là. Euh, Ça a été plus difficile par moments pour certaines d'entre nous, pour diverses raisons. Parfois, ben, en fait, Karel, elle avait été malade dans le déplacement. Elle était partie un petit peu plus tôt du Québec vers l'Europe et elle avait été tombée malade vraiment beaucoup en Italie dans le cadre d'un mariage. Et donc, sur le tour du Mont-Blanc, elle a eu, tu sais, des moments où est-ce que la chaleur l'affectait beaucoup plus, la fatigue, le dénivelé l'affectait plus. Donc, pour elle, ça a été comme une épreuve extrême difficulté, tu sais. Pour Alexandra et moi, on était beaucoup plus en mode support pour Karel qui avait, tu sais, c'était pas facile, puis c'était pas de sa faute du tout, c'était pas un manque de préparation, c'était juste comme, c'est difficile pour elle en raison de sa santé. Donc, on a pu, Alexandra et moi, quand même, profiter de chaque moment et regarder le paysage et vraiment, bien que ce soit un effort sportif considérable, quand on met toute la vie sur pause puis qu'on fait seulement notre passion pendant une journée complète et ce, 4 jours d'affilée, il n'y a pas de plus belle expédition, tu sais. Donc, pour nous, ça a été comme un petit peu un rêve, là. Ça s'est passé comme ça. On n'a pas vu les jours passer. Euh, on avait pas mal aux jambes non plus. On se sentait forte, on se sentait puissante, on sentait qu'on était exactement où on devrait être. C'était vraiment un X. Tu sais, on se sentait sur notre X. Ariel, éventuellement, dans un moment un petit peu plus, on venait d'avoir une grosse tempête sur la montagne, puis il y avait des orages, le tonnerre tombait juste à côté de nous, on était en altitude, on entendait des glissements de terrain à proximité, c'était vraiment, c'était très, très dangereux à ce moment-là. On s'est posé la question à plusieurs reprises si on ne devait pas redescendre, on était un petit peu entre deux points, donc on était comme en mode, on continue no matter what. Et puis, quand le soleil a réapparu et qu'on a entamé la descente, Alexandra et moi, on a commencé à courir un petit peu trop vite une descente. Et puis, Karel euh, avait beaucoup de fatigue accumulée à ce moment-là et s'est tourné la cheville de façon tellement significative qu'elle a malheureusement dû arrêter à ce moment-là le tour du Mont-Blanc. Fait que ça, c'est des images qu'on voit bien dans le film Immersion Mont-Blanc, puis ça a été très difficile pour elle, très difficile pour nous, parce que c'est un projet à trois qu'on voulait vraiment réaliser à trois, donc de ne pas arriver à la toute fin, tout ensemble, c'était émouvant quand même. Mais on avait l'impression qu'on l'avait fait avec elle quand même, là, c'est sûr. Puis, tu sais, qu'il manque 20 kilomètres ou pas, c'est exceptionnel ce qu'elle a réalisé tout de même. Donc, on a tout pris pour acquis qu'on l'avait réalisé en entièreté ensemble. Ouais, ça ressort bien effectivement du film, on voit toute l'émotion. C'est vrai qu'elle est tellement proche en fait, mais effectivement en fait, elle l'a fait quoi. Et en quoi ça ajoutait justement quelque chose de partager cette aventure entre femmes? Ben, en fait, on avait l'habitude, quand on courait ensemble, de toujours dire, ah, on va y aller avec les gars, ah, les gars sont plus forts, ah, si, ah, ça. Pour nous, le fait de faire ça entre femmes, premièrement, le message que ça envoyait, c'est qu'on n'avait pas besoin de se faire tirer par des hommes pour réaliser cette aventure-là, puis qu'on pouvait être ambitieuse et puissante seulement toutes les trois ensemble, qu'on n'avait pas besoin, encore une fois, d'un homme pour ça. Euh, mais ça, autant ça nous a permis de porter ce message-là, mais ça nous a permis aussi d'en être convaincus, nous, à l'interne, ben, à l'intérieur de nous. Et également, dans toutes les activités, on a beaucoup, beaucoup partagé avec la communauté. Chaque initiative qu'on faisait pour lever des fonds, pour le film, par exemple, ou encore juste pour s'entraîner. Euh, puis, ce que ça créait, c'est drôle, c'est un espace très sécuritaire pour toutes les femmes pour nous accompagner dans notre entraînement. Et toutes les femmes qui nous suivaient réalisaient leur plus gros entraînement avec nous, euh, rêvaient eux aussi de faire le tour du Mont Blanc ou une autre montagne. Et là, commençaient à l'organiser puis nous demander des conseils pour eux aussi réaliser leur objectif. Donc,
j'ai comme l'impression que le message a été fort pour nous personnellement, mais également il y a eu une portée, puis il y a eu un impact qui était plus grand que seulement nous aussi dans la vie des gens euh, et des femmes proches de nous. Puis finalement, j'ai l'impression qu'il y a aussi un certain respect qu'on est allé chercher de la part de nos confrères masculins dans le monde du sport. Euh, Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable à constater. Ouais, ça fait beaucoup de choses positives. Et toi, donc, tu as poursuivi en fait avec l'ascension du Mont Blanc. Est-ce que c'était un projet que tu avais déjà depuis longtemps? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer suite à ça? Parce que c'est pas évident non plus, j'imagine, d'enchaîner quand même 4 jours qui sont quand même déjà assez intenses de trail. T'as juste fait une journée ou une journée et demie de pause et ensuite ascension du Mont Blanc. Mais c'est drôle, j'ai trouvé ça plus facile quasiment de faire ça comme ça parce qu'on dirait que j'étais déjà réveillée, tu sais, j'étais déjà dans un monde, un mode de vie très actif. Donc, on dirait que c'est comme si j'avais juste pas eu le temps de me reposer entre, mais c'était parfait comme équilibre. Euh, c'est sûr que non, j'avais pas je pensais pas que j'allais faire l'ascension du Mont Blanc, jamais. C'était pas une montagne qui était du tout accessible pour moi. L'alpinisme me terrorisait, j'ai une peur du vertige, ben j'ai le vertige, ça me faisait quand même peur. Mais c'est ce qui m'attirait, puis c'était de l'inconnu. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de retourner faire le tour du Mont Blanc, je me suis dit, OK, mais j'aimerais ça faire quelque chose de différent cette fois-ci. Et là, j'ai lancé des perches un peu. Ah, si je trouve un guide, peut-être que je le ferai. Je trouve un guide. Ah, ok, parfait, je vais aller le faire. Fait que c'est vraiment passé comme ça. Puis ça a été le début de aussi d'autres projets de montagne par la suite. Mais j'avais toujours eu de l'intérêt pour l'alpinisme sans savoir vraiment par où commencer. Puis ça a été ma façon de commencer, en fait. C'est l'opportunité. C'est excellent. Et comment ça s'est déroulé ta préparation? Parce que là encore, donc tu disais vous avez pas de montagne à proximité, donc comment on se prépare à ça? Je dirais que c'était la même préparation que pour la course à pied au final. Donc, pour moi, c'était vraiment important. Tu sais, c'est de l'endurance là aussi, puis de la puissance. Donc, faire les up and down de montagne avec un sac à dos lourd, m'habituer à ce que après un gros week-end d'entraînement, je continue de m'entraîner, je récupère pas tout de suite. Tu sais, dans le sens que on appelle ça des week-ends chocs. C'est juste m'habituer de m'entraîner avec des jambes fatiguées pour que reproduire un peu l'effet post-Tour du Mont-Blanc, Mont-Blanc. Donc c'est ça. La préparation était vraiment bien, honnêtement. Physiquement, je me sentais bien. J'avais fait de la musculation aussi. J'aurais pu faire plus d'escalade pour avoir plus de compétences. Euh, mais c'est un bon début quand même pour une introduction à l'alpinisme. Mais d'ailleurs, ta préparation, elle semblait excellente parce que tu dis que, enfin, tu l'avais déjà fait en randonnée, même le tour du Mont Blanc, et que ça t'a semblé plus facile. Donc, entre ça plus l'ascension ensuite, est-ce que le fait que ça t'ait semblé plus facile, tu penses que c'est vraiment dû justement à cette bonne préparation physique ou est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que la préparation physique, c'est vraiment important. Puis, je pense que je l'avais bien maîtrisé à ce moment-là. Euh, je pense que j'étais en santé, j'avais une bonne force mentale. J'étais reconnaissante d'être là. Et surtout, je faisais les choses pour la bonne raison. Tu sais, dans le sens que quand on va sur des montagnes pour des raisons qui sont pas noble, si on peut dire. Tu sais, qu'on veut juste comme réaliser quelque chose pour prouver aux autres qu'on a réalisé quelque Mm. chose ou, tu sais, quand les raisons sont pas les bonnes, j'ai l'impression qu'on le ressent puis que la nature nous amène ce qu'on doit recevoir. Donc, à ce moment-là, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé, c'était exactement la préparation que j'avais en tête. Et c'est peut-être j'ai malheureusement pas fait le sommet du Mont Blanc. On le voit dans le documentaire parce que les vents se sont levés. Ben, étaient déjà très, très... les chances qu'on allait faire le sommet, on le savait, étaient peut-être très minces. Tu sais, on commençait notre push et puis les gens redescendaient déjà de la montagne. Tu sais, c'était comme... C'était très... c'était ambitieux de penser que sans embûche, on allait faire le sommet. Par contre, moi, j'ai jamais cessé d'y croire, puis j'ai toujours voulu comme continuer de pousser tout le long de l'ascension pour donner tout ce que j'avais. Quand j'ai senti que là, on devait redescendre, j'étais comme surprise parce que je m'attendais pas à devoir redescendre. Je pensais qu'on allait quand même pouvoir continuer de monter.
Fait que ça, c'est sûr, ça a été une énorme déception. Par contre, je pense que c'est le genre de choses qui arrivent dans les situations en montagne, puis c'était un des meilleurs apprentissages que je devais faire à ce moment-là. Donc, je suis reconnaissante des projets comme ça se gagne pas toujours au premier essai. Et d'ailleurs, j'y retourne là, sur le Mont Blanc cet été pour faire l'ascension idéalement jusqu'au sommet. On se croise les doigts. Génial. Karel va m'accompagner, va être avec moi sur l'ascension à ce moment-là. Ah, trop bien. Bah oui, c'est quand même la beauté aussi, justement, de la montagne. C'est la nature qui décide à l'arrivée. Et comment ça s'est passé quand même? Donc, t'es pas allé jusqu'au sommet, mais t'as quand même fait un sacré bout, on le voit dans le film. Comment t'as géré ça? Est-ce que c'est quelque chose, du coup, bon, je pense qu'il t'a plu si t'y retournes, mais c'est vrai que ça semblait quand même très dur avec le vent. Comment est-ce que t'as géré? Est-ce que t'as eu des moments de doute? Est-ce que t'as eu des moments de peur, peut-être? Ce que je trouvais difficile, c'était la première fois que je partais comme à 1 heure du matin, puis on partait de 2300 mètres d'altitude pour se rendre jusqu'à 4800 à un single push du plus bas refuge. Donc, tu sais, les gens d'habitude, quand ils font l'ascension du Mont Blanc, ils vont par palier, le refuge Tête-Rousse, refuge du Goûter, puis ensuite le sommet. Moi, dans mon cas, ça a comme été nid d'aigle, poup, ascension, poup, redescendre parce qu'il y avait pas de place dans les refuges les jours précédents en raison il y avait de la place initialement, mais la journée qu'on était supposé faire le sommet de push, c'est la journée où il y avait une trop grosse tempête, donc on a dû tenter l'ascension plus rapidement. Puis bizarrement, ce que j'ai trouvé le plus difficile, je crois, au départ, c'était de partir la nuit. Finalement, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment adoré le volet de nuit. J'avais parfois beaucoup le vertige dans des moments où est-ce on prenait la voie normale, puis il y avait des moments où je trouvais qu'on était quand même assez exposé, puis ça me faisait un peu peur, mais je trouvais ça plus facile justement de les faire de nuit, ces sections-là, parce que je voyais pas l'exposition. Ce qui était difficile, c'est ressentir le vent qui nous frappait, puis voir les gens qui redescendaient déjà de la montagne. C'était comme difficile, mais avoir aucune visibilité ou discussion avec mon guide pour savoir, est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on remonte ou qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le plan de match. Donc, je laissais pas place au doute, puis on continuait d'avancer. Physiquement, mon corps se passait, tu sais, mon corps allait vraiment très, très bien. Puis mon mental aussi était très aligné, était très focus. On réfléchit pas plus que ça, puis on avance. J'ai commencé à sentir l'altitude vers 4000, 4200 mètres d'altitude, comme on n'avait pas fait beaucoup d'acclimatation. Et si j'avais été toute seule, je pense que j'aurais pas eu toute la clarté qu'une belle ascension aurait dû avoir. Donc, c'est un bel apprentissage que pour une première en altitude, faut pas négliger le processus d'acclimatation, définitivement. Puis sinon, c'était le froid qui était le plus difficile. Donc, pour moi, c'était le froid, lutter contre le vent, puis sentir qu'à un moment donné, j'allais comme m'envoler par moment, que là, c'était pas facile. L'autre chose que j'ai trouvé difficile, c'était plus au niveau mental, c'était le fait qu'il y avait pas beaucoup de femmes sur la montagne. Il y avait très, 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 très peu de femmes et quand il y en avait, elles étaient pas là pour faire l'ascension, par exemple. C'est juste pour rester à ce refuge-là. Et quand j'arrivais dans les refuges, c'est pour faire des transitions, je me sentais beaucoup regardée de haut en bas par les hommes qui disaient «Ah, qu'est-ce qu'elle fait, elle?» On dépassait beaucoup, beaucoup parce qu'on montait vite. Et puis, je sentais que ça déplaisait beaucoup de personnes qu'on montait vite. Un classique. Exact. Et donc, tu as réalisé ce film Immersion Mont Blanc, donc qui est disponible sur la plateforme Uptrack et qui est diffusé dans certains festivals. Est-ce que tu avais déjà une expérience dans la réalisation de films et comment ça t'est venu? Parce que c'est pas évident quand même de réaliser ça. Le film est très beau, hein, vraiment, j'ai énormément aimé. Merci, c'est gentil. Ben, en fait, pas du tout. C'est tout à fait naïf de ma part. Je trouvais que je me disais, tant qu'à y être, pourquoi pas faire un film? Parce que une amie m'avait dit, il y a des films qui se font sur des choses vraiment pas intéressantes. Il me semble que ce serait super intéressant de faire tu sais, on aimerait vous suivre sur un projet comme Immersion Mont Blanc. Je dis, OK, parfait, pas de problème, allons-y. C'est commencé comme ça, donc c'était très, très naïf de ma part. Je pensais que ça allait être super facile à faire un film. Je vous confirme que pas du tout. Je me suis promis de ne plus en faire et pourtant, depuis, j'en ai fait 2. Mais c'est pas moi la réalisatrice ni la productrice. Mais en fait, ce que je trouve extraordinaire d'un film, c'est que ça me permet de garder des traces sur ce qu'on a vécu, de raconter une histoire. Nous, comme
souvenir, c'est extraordinaire, mais aussi de pouvoir le partager. Je trouve ça très généreux, en fait, d'avoir pu partager ça aux gens, tu sais, qui se soient rendus en Europe. J'aurais jamais cru, jamais, jamais, jamais cru. Donc, non, pour moi, c'est une belle fierté, honnêtement. Puis, les filles aussi sont vraiment contentes de voir le film qui poursuit comme ça. C'est assez impressionnant. Mm. Ouais, c'est génial d'avoir fait ça. Et au niveau logistique, comment ça se passait? Enfin, vous aviez quelqu'un qui vous accompagnait et qui filmait, ou alors est-ce que c'est vous qui filmiez certaines choses? Pour des raisons financières, on pouvait se permettre d'avoir un vidéaste qui suivait seulement à certains moments. Tu sais, on n'était pas capable d'avoir un vidéaste pour toutes les journées. Donc, c'est Bjarné Salène qui était notre vidéaste le jour 1 du Tour du Mont-Blanc, le jour 4 du Tour du Mont-Blanc et durant l'ascension du Mont-Blanc avec sa conjointe. Et ensuite, la journée 2 et la journée 3 du Tour du Mont-Blanc, c'était nous qui nous filmions nous-mêmes avec une GoPro, nos cellulaires. On faisait de notre mieux, mais c'est vraiment avec les moyens qu'on avait à ce moment-là. Puis c'est déjà super bien parce qu'on était capable d'avoir des images de drone, des superbes images. Et fun fact, mon guide était le frère de Bjarné Salène. Donc, les deux gars se connaissaient bien sur l'ascension du Mont-Blanc. Je me sentais comme en confiance parce que j'étais avec deux personnes qui se connaissaient très bien et qui communiquaient très bien. Ouais, c'est important aussi, ça, quand même. Et quel message est-ce que tu voulais faire passer à travers ce film? Euh, je savais pas encore ça allait être quoi ce message parce que tant qu'on n'a pas fait l'aventure en soi, on sait pas ça va être quoi le message qu'on va porter. C'est drôle, un film d'aventure, c'est un peu ça. On se laisse porter puis on verra. Est-ce que le message, c'est un message de valoriser l'échec ou est-ce que, tu sais, on le sait jamais. Puis non, ce que je suis contente, c'est que pour moi, c'est le message le plus important, c'était que quand on a des rêves puis des ambitions, de pas se gêner, de prendre une chance, prendre un risque, effectuer des changements, puis y arriver, tu sais, tenter d'y arriver. Après ça, les résultats, qu'est-ce qui en découle? Souvent, c'est pas si important que ça comparé au processus qui nous a menés à cette réalisation-là. Donc, je dirais que c'est vraiment ça. Mm. On voit bien tout ce processus, effectivement, au travers du film. Et tu disais que tu en avais fait deux autres ensuite. Ils sont sur quoi, alors? Il y en a un qui va être disponible aujourd'hui, en fait, sur Aconcagua, qui est le plus haut sommet en Amérique. C'est aussi la plus haute montagne dans le monde, outre les montagnes qui se trouvent dans la chaîne himalayenne. Presque 7000 mètres d'altitude, pour donner une idée. Donc, mon camp de base sur Aconcagua était à 4400, 4500 mètres, qui est comme l'altitude à laquelle j'ai redescendu du Mont Blanc, tu sais. Donc, moi, j'ai passé un mois à cette altitude-là. L'objectif était de faire l'ascension rapide à Aconcagua, du base camp jusqu'au sommet et le retour. Donc, c'est plus au-delà de l'alpinisme, ça mélange plus un petit peu la course, le fait de bouger rapidement en montagne et redescendre. Euh, Malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé sur cette montagne-là et la météo n'était pas bonne, mais même si la météo avait été bonne, malheureusement, mon corps ne suivait pas. Puis c'est encore une fois une histoire d'écoute de soi beaucoup, cette montagne-là. J'en ai fait des grands apprentissages. Par la suite, je suis allée sur la montagne Ojos del Salado, qui est le plus haut volcan dans le monde, qui se trouve presque à 7000 mètres d'altitude. Là, on est juste en bas d'Aconcagua, à peine 30 mètres. Ça, c'était il y a quelques mois, puis j'ai réussi l'ascension. Donc ça, j'étais vraiment heureuse. J'ai eu comme une santé qui m'a permis de le faire, les meilleurs coéquipiers également. On n'a pas fait de film par rapport à ça, mais mon ami de montagne, Xavier Ladouceur, a fait un film qui se trouve sur YouTube à ce sujet. Puis finalement, le prochain film, c'est avec ma mère, où est-ce que j'ai amené ma mère faire une randonnée en Patagonie. Ce film-là n'est pas disponible encore, mais c'est plus par rapport à l'histoire de redonner à une génération, la génération de nos parents, en fait, qui nous ont tellement donné puis qui nous ont permis d'avoir les ambitions qu'on a aujourd'hui. Donc, là, c'est moi qui ai amené ma mère à se dépasser elle-même au profit d'une fondation ici à Montréal. Donc,
très, très... Le film n'est pas sorti, il est pas prêt encore, mais c'est vraiment merveilleux. Mm. Ah, ça te donne envie de le découvrir, c'est vraiment un beau projet. Et quelles sont tes prochaines aventures ou tes prochains projets alors pour la suite? Oui, ben en fait, il va y avoir l'ascension du Mont Blanc à nouveau en mai. Il y a d'autres montagnes que j'aimerais beaucoup faire en Europe. Donc, si jamais il y a des gens sur le podcast qui souhaitent faire des montagnes à proximité, je vais être là en juin 2025. Ensuite, je vais aller sur le Kilimandjaro. J'aimerais beaucoup, beaucoup faire le Kilimandjaro euh, en fast push, donc un peu comme ce que j'avais tenté de faire sur Aconcagua. J'aimerais bien le faire au Kili. Et ensuite, les montagnes seraient Ahmad-Ablam au Népal et l'Everest l'année prochaine. Donc, on se croise les doigts. Ça serait des objectifs pour la suite. Puis, ce qui va m'attendre par la suite, ça va être peut-être des montagnes plus sans oxygène. Donc, tenter des 8000 mètres sans oxygène, j'aimerais beaucoup ça. Mm. Waouh, donc des objectifs très axés alpinisme pour le coup. Ah, ben, Impressionnant. course, mais il y a plein de projets de course à travers ça. C'est juste que, tu sais, comme par exemple, je me suis mise à faire plus de marathon, courir sur route et un petit peu plus rapidement. Quelque chose de différent, mais que je trouve qui m'apporte beaucoup pour la course en sentier. Puis c'est ça, mais les courses en sentier, je vise vraiment à faire mes premiers 100 miles et plus longues distances comme Moab, Cocodona, ce sont des 250 miles que j'aimerais beaucoup faire, ainsi que le marathon des sables. Mais là, je dis tous mes rêves. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, dans quel ordre. J'ai aussi à concilier avec le travail. Donc, ça risque de dépendre encore un petit peu au cours des prochaines années. Bien sûr, mais l'essentiel c'est d'avoir tous ces rêves et puis peut-être tu réaliseras tout ça à un moment, c'est quand même chouette. Et pour terminer, est-ce que tu as un message à transmettre aux auditrices pour les inspirer à aller justement au bout de leurs rêves, qu'ils soient sportifs ou non d'ailleurs? Oui. Ben, je veux juste dire qu'il y a 4 ans, je courais pas du tout. Puis là, c'est les objectifs que j'ai présentement semblent tellement ambitieux, puis ils peuvent sembler peut-être un petit peu inaccessibles, mais j'ai toujours souhaité promouvoir l'accessibilité du sport, l'accessibilité de la montagne, l'accessibilité aux grands rêves puis aux grandes ambitions. Puis ces grands rêves et ces grandes ambitions-là, c'est peut-être juste un 5 km dans un sentier près de chez vous, puis c'est formidable, puis c'est déjà extraordinaire. Fait que ce que je veux juste dire, c'est que c'est important de prendre des risques, de croire en soi, de s'entourer d'autres personnes, si on peut, qui partagent peut-être des rêves similaires. Puis si jamais dans notre entourage, il n'y en a pas, ne pas attendre à essayer de trouver quelqu'un pour faire réaliser son rêve. Au final, allez-y, faites-le par vous-même. Vous allez voir, vous allez attirer d'autres personnes à très court terme qui vont venir se greffer à vous puis qui vont vous amener aussi beaucoup. Donc voilà, plein de choses à dire par rapport à ça. Mais écrire aux gens, écrire sur les réseaux sociaux à des femmes mentors, oser demander le congé qui va permettre d'aller faire la montagne que vous souhaitez faire, aller chercher des partenaires pour aider financièrement à le faire, parce que c'est sûr que des fois, c'est difficile financièrement, tu sais, structurer tout ça. Mais des fois, c'est cesser d'attendre à plus tard, puis de trouver toutes les bonnes raisons de le faire maintenant, de le tenter maintenant. Tout ça en faisant attention à sa santé, évidemment, puis en prenant les mesures, tu sais, de sécurité applicable, mais reste que je pense que c'est vraiment important de cesser d'attendre puis de poursuivre ses passions. Super message. Bah, merci beaucoup, Emmanuel. Bah, merci pour ton temps, pour cette interview. C'était un plaisir de découvrir ton parcours. Et puis, ce sera un plaisir, je pense, de suivre la suite de tes aventures. Donc, plein de bonnes choses pour toi pour la suite. Et à très bientôt sur la Sportive Outdoor. Merci Lorraine, puis merci à toutes les filles aussi qui suivent le podcast. Ça semble être une communauté extraordinaire, donc je trouve ça vraiment je trouve Lorraine qui est une initiative formidable, donc toutes mes félicitations à toi. Un grand merci, à bientôt.